So the conference continues with this third roundtable, Marketing in Europe, and we will remain the main European markets, investors' consideration relating to sustainable finance products, local and rules, national labels, tips, do's and don'ts, and I am pleased to welcome Nick Bruckmann, Head of Third-Party Distribution, ISN Impact Investors, Daniel Claringbull, Global Product Manager DNCA, Christophe Mallet, directeur de développement international chez OFI AM. Marco Kranskov, directeur de développement international des activités ou des professions. Yves, merci Yves. Merci à chacun d'entre vous d'avoir effectué le déplacement et d'être avec nous aujourd'hui. Et nous allons donc démarrer avec vous, Christophe Mallet. J'aimerais que l'on passe en revue les tendances principales et la façon dont la finance durable s'attelle aux marchés principaux. Pouvez-vous nous dire quelques mots par rapport à cela? Bonjour, bien sûr. Bonjour tout le monde. Donc quelques mots. Je travaille pour donc une société de gestion des actifs. Et il y a 5 ans, on a décidé de quitter la France et de travailler dans 5 pays ou sur 5 pays avec l'Allemagne, l'Australie, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Et donc j'aimerais simplement vous donner peut-être certains éléments fondamentaux et les différences qu'il peut y avoir entre ces différents pays, par exemple les marchés institutionnels, le marché de la distribution et le marché institutionnel. J'aimerais vous dire tout d'abord que vraiment les grandes tendances qui se dessinent ici, et on l'a déjà montré ici, c'est l'attractivité ici des ESG ici sur l'industrie de la gestion des actifs. C'est quelque chose que l'on voit en Europe partout et nous sommes très heureux de promouvoir notre proposition valeur dans ce secteur. La deuxième chose, c'est que nous voyons ici également un nouveau paysage au niveau des produits, beaucoup de nouvelles créations, beaucoup de nouvelles intégrations de produits, les contrats d'assurance vie sur les plateformes de distribution par exemple, la diversité au niveau des tailles, des thèmes, etc. Donc vraiment une activité en pleine vie dans ce paysage de développement de produits. Et nous avons également beaucoup de surprises ici. Par exemple, on voit que certains marchés qui étaient un peu non pas en retrait, mais peut-être pas les premiers. Par exemple, la partie sud, l'Europe du Sud, donc, a commencé à travailler dans ce domaine et le domaine institutionnel ainsi que de la distribution. Maintenant, si on compare et les marchés institutionnels, c'est également, on peut voir beaucoup de différences en Europe, en l'occurrence. En raison des réglementations, la France, par exemple, Donc mes voisins vont en parler davantage ici, mais en France, par exemple, le poids de la réglementation a motivé le segment institutionnel afin qu'il participe à cette démarche davantage. C'est le cas en Allemagne également, mais avec une démarche différente. Et nous pouvons le voir ici un peu partout, avec des préoccupations convergentes en matière d'impact, de performance, de base de données, d'outils, etc. et d'intégration. Donc chacun pays, donc ça veut dire des concepts différents. Oui, des démarches différentes. En matière de distribution, il y a encore des différences. J'aimerais vous dire ici, évidemment, que certains pays sont plus à l'avance que d'autres. Par exemple, l'Europe du Sud est peut-être en retard, mais bon, voilà, les choses bougent très rapidement et on peut également voir sur le marché de la distribution, il y a une grande augmentation du nombre de plateformes en matière de distribution et de contrats d'assurance vie et beaucoup des produits en matière de changement climatique également, et la biodiversité, les produits en matière de biodiversité. Les choses changent très très rapidement un peu partout en Europe. Et j'aimerais vous dire ici, au niveau du marché institutionnel, on vient d'un milieu hétérogène vers un milieu plus homogène. Et c'était également peut-être le cas, peut-être un peu moins dans l'espace dans la distribution. Merci pour le résumé ici de tous ces pays. On va parler maintenant des pays du Nord avec vous, Marco. Et c'est particulièrement mûr et bien développé. Pourriez-vous nous en dire davantage? Oui, merci beaucoup. Oui.
On a ça fait 20-25 ans maintenant qu'on travaille sur le marché institutionnel et ça fait 7 ou 8 ans qu'on travaille dans la distribution ici en Europe également. Et la responsabilité ici en matière de ESG, bon, ça a été toujours très important dans les pays du Nord. Le marché institutionnel au Nord a été très concentré depuis des décennies. Cela signifie qu'il y a eu beaucoup de ressources ici et affectées à cela et beaucoup de volonté politique bien avant qu'il y ait eu une demande de la part des régulateurs. Cela signifie également que, au niveau du pays du Nord, on a toujours eu à parler des responsabilités, des problèmes en matière de responsabilité quand il fallait vraiment trouver des solutions au niveau des besoins en matière de distribution. Donc toute cette taxonomie et toutes ces réglementations, c'est quelque chose que les institutions des pays du Nord prennent en compte, bien évidemment, mais ça ne façonne pas leur façon de travailler. Non, d'aucune façon. Non, cela n'est pas du tout le cas. Donc maintenant, en Europe, on peut vous dire qu'en Europe, bon, c'est comme vous l'avez dit d'ailleurs. Aujourd'hui, le développement est très rapide. Avant la pandémie, on pouvait vous dire qu'en Europe, cela dépendait de la zone géographique, que ce soit au nord ou au sud. Donc, on savait comment on allait vraiment s'atteler à ces responsabilités. Maintenant, la situation est différente. Il y a un pré et un post-Covid, absolument. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et auparavant, en Europe du Sud, ne s'intéressait pas du tout. Aujourd'hui, l'Europe du Sud sont vraiment focalisés sur les données et mettent beaucoup de pression sur les gestionnaires d'actifs et afin qu'on l'on puisse avoir vraiment les bonnes données en matière d'évaluation. Donc voilà, l'Europe du Sud sera vraiment rattrape. Bon, ceci étant dit, c'est pas vraiment encore un développement homogène en Europe dans son intégralité. On le voit dans des grands marchés comme par exemple l'Allemagne. En l'occurrence, on peut voir des discussions ici où il faut cocher des cases. Voilà, on considère les problématiques en matière de responsabilité. Ensuite, on passe au sujet suivant. Oui, on a parlé des données. Que pensez-vous, qu'avez-vous à dire en matière des données? Et donc, à quel point êtes-vous accaparé cette thématique? Les données, c'est quelque chose qui, bien entendu, représente quelque chose d'obligatoire, mais cela dépend également des besoins des clients. Donc, les grandes institutions ainsi que les grandes organisations de distribution, telles que les grandes banques privées, en l'occurrence, veulent avoir des données, mais ils veulent interpréter les choses de par eux-mêmes. Ils ne comptent pas sur des sources extérieures qui pourraient leur dire voilà qu'est-ce qui est durable et pas durable, mais ils utilisent les données, mais ensuite ils évaluent les choses de par eux-mêmes afin qu'ils sont propriétaires de toutes les décisions. Ils contrôlent les décisions en matière de politique et de stratégie. Voilà, donc comme cela, ils ne sont pas pris au dépourvu lorsque le régulateur apparaît ici avec une nouvelle interprétation, comme on a vu avec la taxonomie. Très bien, merci Marco. Nick, on a une vision globale avec les pays du Nord. Maintenant, les Pays-Bas, à quel point êtes-vous durable ici? Bon, bonjour tout le monde. C'est un grand honneur pour moi d'être ici avec vous. J'aimerais vous dire ici que le marché néerlandais est un marché assez singulier. La raison derrière cela, c'est qu'il y a 10 ans, par exemple, une prohibition sur les motivations. En fait, on ne pouvait pas partager les commissions avec les partenaires en matière de distribution. Et cela signifiait que les banques devaient trouver un nouveau business model afin de faire de l'argent. Et donc, par conséquent, ils ont mis en place 3 concepts au niveau des acquisitions régionaux et au niveau des conseils DPM, le portefeuille ici. En fait, la croissance est très importante ici parce que c'est là où les banques consomment leur argent. Et par rapport aux investissements durables, eh bien, c'est la banque qui détermine à quel point le produit est durable, le produit qu'ils offrent aux clients, et les clients, vont ensuite faire cela ou cela. MRO, une banque par exemple, qui représente la deuxième plus grande banque de distribution aux Pays-Bas, eh bien, ils ont leur DPM, leur produit DPM durable en tant qu'option par défaut. Si le client veut avoir la possibilité de gérer les actifs, en fait, la solution par défaut est une solution durable. Et avec cela, en fait, ils ont une équipe ici à Paris, donc
qui s'attelle à la sélection des managers et de la sélection des fonds. Et nous faisons partie de leur portefeuille et nous avons remarqué ces 2 dernières années que les questionnaires par rapport au ESG est devenu très profond et très large ici. Cela veut dire qu'ils ne veulent pas prendre de risques par rapport au label, par exemple. Ils veulent vérifier les choses de par eux-mêmes. Ils veulent vraiment rentrer au cœur du processus d'investissement et voilà, identifier les données qu'on utilise, les objectifs et comment on mesure les objectifs, etc., etc. Donc voilà, il faut ouvrir la boîte. C'est vraiment ça a professionnalisé le marché, voilà. Et ce que l'on peut voir avec tous les autres parties maintenant de la prochaine étape que l'on voit ici émerger. Donc, mis à part l'option durable, ils ont également introduit des stratégies authentiques en matière d'impact par rapport aux produits DPE. Mais on va un peu plus loin. L'article 9, les fonds article 9 ici ne peuvent que qui sont les seuls à y figurer. Daniel, est-ce que vous pouvez peut-être rajouter cela par rapport à ces marchés différents? Quelle est votre vision par rapport à cela? Oui, bien sûr. Je pense que l'une des choses que nous avons déjà vues ici dans la plupart des marchés, et parmi les produits de distribution ESG et l'analyse ESG est devenue vraiment obligatoire. Et c'est pas seulement qu'on vous demande ici de réaliser des évaluations ESG, mais d'expliquer cette analyse et d'être aussi transparent que faire se peut. Et lorsque nous parlons des données sous-jacentes, on parle ici également des analyses donc sans l'utilisation de sources tiers, donc en interne, des données en interne. Avec le market-to-market, on va avoir davantage d'intérêt ou moins d'intérêt. Bon, ceci étant dit, l'intérêt est toujours prégnant ici, présent. Si vous ne pouvez pas faire cela, vous ne pourrez pas être pris en considération. Très bien. J'aimerais maintenant revenir vers vous, Lika. Enfin, Daniel, à partir des données, vous avez parlé des données. Que peut-on dire par rapport à cela? Comment... Nick, pardon, Nick. Marco, je vais y arriver. Désolé. Le développement des données a représenté, en fait, a été quelque chose de très rapide. Auparavant, c'était une question que les fournisseurs de données, sur lesquels on devait travailler. Maintenant, quels fournisseurs utilisez-vous? C'est ça la question. Comment est-ce que vous les communiquez avec eux? Comment vous posez ou vous demandez ces données? Comment vous interprétez les données? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Et donc, par conséquent, personne n'est propriétaire de l'espace du marché en matière de données. Personne n'a pas les données les plus détaillées ici. Auparavant, au niveau des investissements, il y avait une certaine compétition avec des exclusions. Il y avait davantage d'exclusion. Et donc, mais voilà, on s'est éloigné de cette démarche. Et maintenant, la question, c'est comment vous utilisez les données. C'est pas le fait que les sources de données ou certaines sources sont mieux que d'autres. Donc, les choses évoluent ici. Mais comme je l'ai dit ici, c'est que il y a ceux qui veulent contrôler l'utilisation des données et les résultats qu'ils peuvent exploiter avec les clients. Ils veulent enrichir cela et réaliser l'interprétation de par eux-mêmes. Merci. Ce que l'on voit ici, il y a des développements intéressants qui se produisent pour les managers qui ont vraiment une clarté ici. On suit les intentions ici. Ils veulent avoir les données appropriées afin de pouvoir établir si oui ou non un investissement est durable ou pas. On travaille avec nos propres objectifs long-termistes et nos ambitions à long terme. On fait des décisions et on demande à nos fournisseurs de nous apporter des données qui nous permettent de mesurer les choses. On n'attend pas à ce que les données soient disponibles parce qu'on a le sentiment que c'est important de réagir maintenant. Et le monde idéal n'est pas encore ici. Et ce que l'on peut voir ici en se basant sur les discussions qu'on a ici, les fournisseurs, beaucoup de choses se sont améliorées ces dernières années, plus particulièrement l'année dernière, par rapport à la qualité des données. Et donc, c'est intéressant de voir ici que c'est pas les fournisseurs de données qui vont décider si oui ou non vous êtes durable. C'est les objectifs en matière d'ambition du côté société de gestion
et c'est à eux de demander les données afin qu'ils puissent intégrer cela dans le processus. Donc le gestionnaire d'actifs en fait doit participer à cela, pas simplement recevoir les données, c'est tout. Oui, en fait la partie intéressante pour la biodiversité, du moins, il y a beaucoup de travail que l'on réalise actuellement pour mettre en place une méthode de calcul de l'empreinte en matière de biodiversité, c'est-à-dire la biodiversité joue un rôle de plus en plus important. 33% des fonds de pension aux Pays-Bas investissent déjà dans la biodiversité ou veulent investir dans la biodiversité ces 2 prochaines années. Mais il n'y a pas vraiment de bonne méthodologie à proprement parler pour mesurer l'impact en matière de biodiversité. Beaucoup ou certains gestionnaires d'actifs, de patrimoine, ont des produits qui sont investis dans la biodiversité. Il y a 1 an, on a lancé un fonds de biodiversité. On n'avait pas toutes les données, mais au moins on pouvait vraiment décider si oui ou non un investissement était bon ou pas pour la biodiversité. En même temps, on est en train de travailler avec d'autres partenaires dans l'industrie afin de produire une bonne méthode de calcul, afin de calculer l'impact en matière de biodiversité. C'est ce qu'on fait avec les fournisseurs de données, mais on n'attend pas à ce que les données soient là. Donc il y a une problématique au niveau des interprétations des données également, oui. Et je pense que l'une des choses les plus importantes ici par rapport à cette discussion que l'on entretient aujourd'hui, c'est les meilleures sources de données, c'est les sociétés en fait qui les donnent. Et en tant que gestionnaire d'actifs, on a toujours réalisé des analyses financières, on a toujours eu des relations avec les sociétés dans lesquelles on investissait. Et par conséquent, lorsqu'on réalise une analyse financière d'une société, on a confiance en la société par rapport aux données qu'elle produisent, les données économiques ici par exemple. Aujourd'hui, on parle d'analyse extra-économique, c'est-à-dire les données ESG. Et par conséquent, lorsqu'on décide d'investir, ou non seulement on recherche des données avec des facteurs exclusionnaires, mais on recherche des données qui pourront améliorer notre propre analyse interne, ainsi que notre notation interne. Donc on ne dit pas simplement qu'on a des facteurs exclusionnaires sur les fonds, mais on dit également que certains des fonds doivent investir au-delà d'une notation X, par exemple. Et si vous avez cette notation interne X, on doit être au-dessus de cette notation, on doit montrer ici patte blanche en montrant les données qui ont été fournies, à partir d'où et comment elle a été inclue dans le système de notation et comment cela s'est traduit en notation globale. Et ensuite, on rattache là l'analyse financière de la société afin de s'assurer que c'est vraiment une décision raisonnable en matière d'investissement. Donc, en fait, on a les éléments extra-financiers associés avec les financiers. Et on doit montrer en détail ici chacune des composantes de cette étape et d'où viennent les données. Et lorsque vous tentez d'utiliser des données de parties tierces et que la donnée ne vient pas de la société, on n'a pas nécessairement, on n'atteint pas nécessairement ce niveau de granularité. Donc, si vous pouvez nous expliquer les problèmes en matière de durabilité, ce sera plus facile avec vos investisseurs, non? Il faut donc accompagner la transition, comme on en a parlé dans la première partie. Oui, l'une des choses que l'on a trouvé être les mieux en matière de sujet ESG, notamment quand on s'adresse à des investisseurs institutionnels, c'est qu'ils font leur analyse de leur côté. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise leurs outils internes pour faire des analyses. On leur demande quelle est une entreprise que vous analysez en interne, et là, on sort notre outil et pas à pas, on montre les données qu'on utilise, comment on arrive à une notation et comment ça impacte le score. Comme ça, l'investisseur peut voir dans le détail, dans un exemple concret, qu'ils comprennent que nous pouvons faire cette analyse. Et puis, il y a aussi une trace d'audit d'une équipe indépendante qui fait ces analyses dans notre entreprise. Et des équipes indépendantes, pas de collaboration entre les données financières et extra-financières. Si, bien sûr. Et il le faut. Les gestionnaires de fonds, je pense, sont le mieux placés pour obtenir les renseignements sur les entreprises dans lesquelles ils investissent. C'est eux qui ont les liens avec l'entreprise. Mais si l'un de nos gestionnaires de fonds dit « Demain, je voudrais investir dans Perrier, par exemple », et qu'on n'en a pas fait une analyse indépendante du point de vue financier, l'équipe ISR va devoir faire ces analyses avant qu'on investisse. Parce que sinon, on s'expose à toute une série de problèmes qui peuvent se présenter si vous ne connaissez pas les détails extra-financiers de l'entreprise. Christophe, vous êtes d'accord? Absolument. Parlons
à nouveau de cette question de label, parce que il y a ce concept et ce processus. Qu'en pensez-vous, Christophe? C'est vrai qu'il faut des labels pour distribuer des produits en Europe. En tant que société de gestion française, nous utilisons les labels français, belges, luxembourgeois et allemands. On attend toujours un label européen qui pourrait résoudre beaucoup de problèmes. C'est une vraie question. Ces labels proviennent de différentes expertises et expériences et même philosophies. C'est évident. Et on peut les faire converger en un. C'est pas encore prêt. Quand on va en Allemagne ou en Autriche, il faut utiliser le label FNG qui exclut une partie importante de l'économie française, le nucléaire. Le nucléaire. Donc, c'est vraiment une question, un problème. Dans certains de nos pays, on peut servir du label français. Dans les pays du sud de l'Europe, oui, mais pas en Allemagne et en Autriche. Actuellement, notre seule solution, comme ça a été dit ce matin, c'est de se servir de la classification de la du règlement SFDR, où les articles 6, 8, 9 sont une sorte de label. Mais ils sont pas censés l'être. Et puis, donc c'est un problème, ça coûte cher pour les équipes marketing et analyse. Ça fait beaucoup de travail de devoir jongler avec tous ces labels. Mais c'est obligatoire dans certains pays. En Allemagne et en Autriche, par exemple, c'est indispensable. Vous vouliez ajouter quelque chose, Nick? Sur le marché néerlandais, les labels ne sont pas si importants pour les investisseurs. Et c'est intéressant. Comme vous l'avez dit, chaque pays a ses propres labels. Nous sommes une petite entreprise d'investissement avec seulement 30 salariés. Donc, si on veut gérer tous les labels sur tous les marchés sur lesquels on vend ces produits, il faudrait qu'on double de taille. Et ce matin, si on dit que nos fonds sont des fonds d'article 9, ça suffit pour la plupart des gens pour comprendre de quoi il s'agit. On n'en est qu'au début du règlement SFDR. On va pouvoir affiner les choses, mais c'est le début d'un label européen. Je ne vois pas pourquoi il faudrait avoir toutes sortes de différents labels alors que le SFDR, c'est quelque chose sur lequel on peut se mettre d'accord et se référer et que tout le monde comprend. Article 8, article 9. Merci, Marco. Nous gérons 20 milliards d'euros et dans notre expérience, les labels ne sont pas obligatoires, même s'ils sont utiles. Ça permet de couper court à de longues explications grâce à un label, mais il coûte cher, comme vous l'avez dit, et il faut beaucoup de monde pour les gérer. Nous aimerions bien avoir quelque chose d'européen. Nous espérons que la taxonomie nous apporte quelque chose de pan-européen. Parce que l'article 9, ça donne quelques explications, mais avec les dernières avancées dans le monde du service, ça ne raconte pas toute l'histoire, ça ne couvre pas tout. Il va falloir voir de nouvelles interprétations du marché cette année. Il faut bien sûr être transparent. Et ça dépend du client. Est-ce qu'on parle à une entreprise, à une institution, à un client de gros ou de détail? Dernier commentaire. Je voudrais juste ajouter, récemment, nous avons parlé à des investisseurs en Asie et nous ont demandé quelle est la classification SFDR. Et donc, c'est un règlement qui ne s'applique pas à eux, mais ils s'en servent quand même comme moyen de comparaison pour savoir où on se trouve, où l'on se situe. Donc, c'est utile d'avoir un label au niveau local, mais aussi international, même si ça se perd sous
sous le concept SFDR à l'international. C'est très dilué. Alors, au niveau européen, c'est plus facile pour les investisseurs internationaux de comprendre le règlement SFDR que chaque label national. C'est pour ça qu'ils préfèrent parler du règlement SFDR. C'est pour ça que ce serait bien d'avoir un label européen. Alors, deux choses. Premièrement, il n'y a pas de label en Espagne, au Portugal, en Italie, dans l'Europe du Sud, et tout se passe bien et on peut vendre des produits différemment. Mais en Allemagne, en Autriche, c'est très différent. Ça dépend aussi de votre approche. Pour le marché au détail individuel, c'est quelque chose qui est utile, c'est facile à comprendre. Pour le marché institutionnel, on peut s'en servir des labels, mais ça n'est pas obligatoire. Très bien. Donc, il faut... On en a moins besoin avec les institutionnels qu'avec le marché des investisseurs individuels. Merci beaucoup. As sustainable investing becomes mainstream, there is now greater demand from investors for more clarity on the environmental, social, and governance, or ESG, aspects of their investments, as well as increased regulatory pressure for standard ESG reporting. Morningstar has listened to investors and carefully considered the industry's ESG investing needs. We've made significant investments to develop our data, research, ratings, and customized reporting solutions, so you can create best-in-class communications that distill the complexities of ESG into clean and clear visuals. Investors can quickly assess whether an investment or portfolio holdings are exposed to material ESG factors, controversial areas, or impacts to a cause, to build stronger portfolios for long-term growth. Morningstar is founded on empowering investor success. Discover cases.